Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, nous partageons avec vous une série par trimestre construite autour des œuvres disponibles dans leur catalogue de livres audio. L'été arrive et nous sommes tous en quête de lecture haletante et glaçante pour nous rafraîchir l'âme par temps de grande chaleur ou pendant nos bains de soleil à la plage. D'où cette série que nous vous avons concoctée et qui vous promet du glaçant. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir le dernier roman de Paula Hawkins, L'heure bleue, traduit de l'anglais par Corinne Daniello et Pierre Tschetschiner, lu par Martin Spinayer et Marsha Van Boven. Vous verrez, le roman est glaçant à souhait, avec des parfums de Daphné du Maurier. Au-dessus du port d'Eris se dresse une rangée de petites maisons blanchies par les éléments, et en contrebas un parking dans lequel la Toyota Prius de Becker pénètre à 11h23. On distingue encore le passage qui mène à l'île. Ce n'est que le début de la marée montante, et l'eau n'a pas l'air très profonde. Mais le panneau à l'entrée de la chaussée submersible promet un sort funeste aux imprudents qui tenteraient leur chance en dehors des horaires autorisés. Voûté au-dessus du volant, Becker scrute la masse gris et vert que forme l'île d'Eris. Sur la pointe sud-est, il devine une tache blanche, la maison de Vanessa, si proche et pourtant inatteignable. La prochaine marée basse est à 20h, ce qui signifie qu'il ne pourra pas traverser avant 17h. Il hésite un instant à rentrer chez lui, mais il ne veut pas prendre le risque de décevoir Sébastien, ni de passer pour un incapable. Et puis, ce n'est pas comme s'il était condamné à attendre sans rien faire. Il a emporté son ordinateur portable, il peut toujours travailler. Surtout qu'il a beaucoup de choses à lire. C'est décidé, il va se trouver un endroit où déjeuner et faire du tri dans ses notes. Mais dans un premier temps, il a besoin de se dégourdir les jambes. Il sort de sa voiture, s'étire. Un vent frais souffle en bourrasque depuis la mer. Becker enfile son manteau, fourre son téléphone portable dans sa poche et traverse le parking en direction de la rangée de maisons. Après les avoir dépassés, il s'engage sur un sentier côtier qui s'éloigne du village. Au bout de 400 mètres, le chemin se met à grimper raide jusqu'à former une frontière étroite et périlleuse entre les champs vert émeraude d'un côté et la falaise abrupte de l'autre. Au-dessus de Becker, le ciel est encore bleu pâle, et ce n'est que lorsqu'il se tourne face au vent qu'il remarque les nuages anthracites qui se sont accumulés à l'ouest. Il hésite. Peut-être qu'ils ne feront que passer. Confiant, il reprend sa promenade, mais il n'a pas marché 30 mètres que les premières gouttes s'abattent sur lui avec un bruit mat. Vite, il rebrousse chemin et redescend la pente à grands pas, la tête rentrée dans les épaules pour tenter de se protéger du déluge. Dès que le sentier s'élargit, il se met à courir, glissant dans la boue. À l'approche de la rangée de maisons, il ralentit et prend le temps d'essuyer la pluie sur son front et ses joues. C'est alors qu'il aperçoit quelqu'un à la fenêtre du dernier cottage. Un visage inquiet, collé à la vitre. Surpris, il s'arrête net. Mais quand il veut vérifier qu'il n'a pas rêvé, il n'y a plus personne. Seulement un pot, posé sur le rebord. De retour dans sa voiture, essoufflé, il allume le chauffage au maximum. Il retire ensuite son manteau trempé et le jette sur la banquette arrière pour se rappeler quelques secondes plus tard que son téléphone est resté dans la poche. Après avoir essuyé la buée sur ses verres de lunettes avec sa chemise et effectué quelques contorsions, il parvient à le récupérer et constate, soulagé, qu'il a assez de réseau pour accéder à sa Dropbox et aux documents qui y sont sauvegardés. Il y a là des portraits de Vanessa, des critiques de son travail, des avis de décès, ainsi que quelques articles de presse publiés après la lecture du testament de l'artiste. The Times, 4 mars 2017. Une artiste de renom lègue l'équivalent de plusieurs millions de livres sterling à son ennemi juré. Vanessa Chapman, qui est décédée d'un cancer en octobre dernier après avoir vécu plusieurs années recluse sur son île,
a légué l'intégralité de son patrimoine artistique à l'homme qui l'avait traîné en justice, a-t-on appris hier. Ces biens, d'une valeur estimée à quelques millions de livres, ont été transmis à la fondation Fairburn, une institution créée par le philanthrope et marchand d'art Douglas Lennox. De 2002 à 2004, Lennox et Chapman se sont déchirés devant les tribunaux, après que Chapman a refusé sans préavis de présenter ses œuvres à l'exposition qui devait lui être consacrée à la galerie Glasgow Moderne, détenue par Lennox, causant à ce dernier un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de livres. L'affaire a fini par se régler en privé. Lennox a déclaré que la décision de Chapman avait failli le ruiner et que le stress engendré par cet épisode avait affecté à la fois sa santé et son mariage. Vous venez d'entendre un extrait de L'heure bleue de Paula Hawkins, traduit en français par Corinne Daniello et Pierre Tchétchiner et merveilleusement lu par Martin Spinayer et Marsha Van Boven. Disponible en livre audio chez Audiolib. Demain, nous continuerons notre traversée des œuvres glaçantes à souhait. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.